Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique. Dans le thème numéro 2, donc mouvement et interaction, on va donc cette fois-ci s'intéresser à un gros chapitre qui est très important, que ce soit pour la suite en première spécialité ou même pour ceux qui vont passer au terme l'aspect physique. Donc à savoir, on va aborder les notions d'interaction, de force et de champ. Des notions qui sont encore une fois très importantes, notamment si vous voulez passer en terminale de façon très tranquille, puisqu'en terminale, vous verrez un chapitre qui s'appelle mouvement dans le champ uniforme et mouvement dans le champ de gravitation. Et en général, c'est là où les élèves bloquent parce que justement, il manque, vous avez certains manquements liés au fait que vous n'avez pas bien fait le cours en première. Donc là, si vous êtes en première, que vous êtes en vacances, donc à l'heure où je fais la vidéo, je vous conseille fortement, si vous passez en terminale, du coup, de bien réviser ce chapitre-là. C'est vraiment un des incontournables afin de bien s'en sortir en mécanique. Alors, pour ce faire, donc dans un premier temps, nous allons tout simplement aborder donc les différentes forces qui règnent dans l'univers. Et ensuite, dans le second temps, donc on va s'intéresser à la notion de champ en physique. Et c'est parti, let's go. Donc on va tout d'abord commencer par les forces qui nous gouvernent au sein de l'univers. Et donc parmi celles, donc on commence tout d'abord par la force d'attraction gravitationnelle. Pour ce faire, donc il va falloir donc deux objets, un objet A de masse MA et un objet B donc de masse MB. En fait, ces deux objets-là, de masse MA et MB, donc du fait de leur masse, mais également de la distance qui va les séparer, elles vont donc comme ça être en interaction l'une par l'autre, donc en interaction attractive l'une par l'autre. Et donc cette interaction-là, c'est ce qu'on appelle l'interaction gravitationnelle. Ok, l'interaction gravitationnelle, c'est le fait que deux corps A et B séparés d'une distance d, vont s'attirer mutuellement l'un envers l'autre, et ce de façon réciproque. Et donc c'est ce qu'on appelle tout simplement l'interaction gravitationnelle. On va donc s'exprimer par la relation suivante. Donc F de A sur B, donc la force qu'exerce un objet A sur l'objet B est égale donc moins ou plus d'ailleurs, tout dépend de l'orientation ici du vecteur unitaire. Donc plus ou moins en fait G multiplié par la masse de l'objet A multiplié par la masse de l'objet B divisé par tout simplement la distance au carré qui sépare les deux objets A et B. Alors j'ai dit objet, mais ça peut être un corps, et en fait c'est très varié, ça peut être un corps, ça peut être donc parmi les corps, on peut avoir les planètes, les astres, deux humains même en fait, ou même des atomes. Ok, c'est très vaste. Et donc tout ça suivant un vecteur unitaire U, qui est tout simplement orienté de A vers B. Ok, bravo. Et donc selon l'orientation du vecteur unitaire et de la force, en fait, on va écrire soit plus ou soit moins G en fait. C'est selon l'orientation. Si le vecteur unitaire est orienté dans le même sens que la force de gravitation, donc tout simplement on va par conséquent écrire plus. Et si tout simplement la force est orientée dans le sens contraire du vecteur unitaire, c'est donc pour cela qu'on va écrire moins d'un point de vue vectoriel. Et après, quand vous ferez les calculs, de toute manière, il n'y a pas de problème, il suffira juste de remplacer tout par les deux. Enfin, il suffira juste de remplacer toutes les valeurs par leurs données, ok, par celles qui sont redonnées, et vous ferez le calcul, ok, vous remplacerez, et de toute manière, il faudra juste veiller que la valeur soit positive, par contre, ok, puisque force est toujours positive. Petit point sur les unités, donc la force est en newton, G, donc la constante de gravitation, elle est en newton, mètre carré par kilogramme au carré. Les masses des systèmes, donc MAMB, c'est en kilogrammes. Alors, en physique, faites bien graphe. Alors, chimie, on a plus tendance à utiliser le gramme, mais là, en physique, on utilise vraiment le kilogramme. Et donc, la distance qui sépare les deux objets au carré, attention aussi, elle est en mètres. Oui, parce que très souvent, on va s'intéresser à des objets qui sont éloignés, très éloignés l'un de l'autre. Et donc, on va avoir souvent des distances en kilomètres. Donc, il faudra bien faire attention à convertir en mètres. Et donc, U, comme je l'ai dit, c'est le vecteur unitaire, donc dirigé de A vers B. Ok, ou orienté de A vers B, ça revient au même en fait. Au niveau des caractéristiques donc de cette force, elle va avoir les caractéristiques suivantes. Tout d'abord, donc elle va avoir un point d'application qui peut être le point A par exemple. Le sens, donc ça va être tout simplement de donc ici c'est la force qui est exercée par l'objet A sur l'objet B, et en conséquence elle va attirer l'objet B. Ok, donc ça va être tout simplement la chose suivante. Donc en conséquence l'objet A va attirer l'objet B, et donc ça sera de B vers A au niveau du sens. Donc, d'où l'orientation, d'où le moins G, du coup. Maintenant, vous comprenez bien, parce que le vecteur unitaire, il va de A vers B, mais la force, elle va de B vers A, puisque c'est A qui attire B. Ok. Et donc, ça, c'est pour le sens. La direction, donc, c'est la droite qui relie les deux astres, ou les deux objets A et B. Et au niveau de la norme, donc, c'est tout simplement FG est égal, donc, G fois MA fois MB divisé par la distance qui sépare au carré. Ok, bravo.
Et donc oui, j'avais oublié de préciser, mais la force de gravitation, souvent on l'appelle F. Voilà, donc c'est à peu près tout au niveau des forces de gravitation. Attention, dans cette partie-là, deux choses. Tout d'abord, bien convertir en mètres, et attention, donc au niveau des expressions avec vecteur et sans vecteur. Avec les vecteurs, donc quand on met les vecteurs, on les met partout, c'est-à-dire on les met au niveau du U et au niveau de la force. Et donc on peut avoir le moins G. Et quand on fait le calcul, par contre, on vire les vecteurs. Et donc là, bah, tout simplement, le moins G aussi il vire parce que la grandeur doit devenir positive. Ok. Et le vecteur unitaire, bah, on le fait pas apparaître parce que sa norme c'est 1 en fait, tout simplement. Bon, là pour bien comprendre ce petit détail, ne vous inquiétez pas, on fera pas mal d'exercices où je le répéterai, ce petit détail. Alors, bah ça c'est pour la force de gravitation, mais cependant dans l'univers, on n'est pas soumis qu'à cette force-là. Notamment, oui, parce qu'en effet, bah, par exemple, quand vous allez tout simplement électriser un objet, et bah, en fait, vous allez être soumis à une autre force qu'on appelle la force électrostatique. Alors, avant de comprendre un peu plus en détail cette force, on va déjà essayer de voir les différentes manières de créer de l'électricité statique en tout simple. Et donc, on a vu ça un petit peu en quatrième, mais on va revoir ça maintenant. Pour électriser un objet, donc, on a différentes façons. Tout d'abord, donc, on peut faire une électrisation par frottement, c'est-à-dire qu'on va frotter tout simplement un matériau isolant, et donc en conséquence, en frottant un matériau isolant, il peut gagner il peut gagner ou perdre des électrons, ce qui va créer donc tout simplement une électrisation, ok, et donc de l'électricité statique en fait. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est une électrisation par influence. Une électrisation par influence, c'est quoi? C'est tout simplement un corps en fait qui va être électriquement pas neutre, ok, qui sera chargé du coup, et qui va être approché par contact, enfin sans contact plutôt, pardon, d'un objet ou d'un corps qui de base n'est pas électrisé. Et donc ce corps qui de base n'est pas électrisé verra ses charges réparties de manière non uniforme. Et donc là, ça crée comme ça une électrisation par influence. Et troisième manière d'électriser un objet, c'est l'électrisation tout simplement par contact. Donc là, au contraire, on va avoir deux objets, ok, voilà, deux objets qui vont être en contact l'un de l'autre. Et par contact justement de ces deux objets, qui peuvent être ou pas tous les deux chargés, en fait, soit l'un des deux est chargé, ou soit les deux sont chargés. Et donc par contact de ces deux objets-là, ça va créer comme ça un déplacement des électrons, et donc tout simplement une électrisation. Ok. Et donc, la force qui permet justement l'électrisation et la formation d'électricité statique aussi, hein, et ben c'est ce qu'on appelle la force électrostatique. Cette force électrostatique, donc son expression va nous être donnée par la loi de Coulomb que je vous affiche juste là. Donc la loi de Coulomb, vous allez voir, elle est plus simple que la loi de gravitation au niveau de l'expression en termes de vecteurs, ok. Puisqu'en fait, ça va être les charges qui vont nous donner tout simplement l'orientation du vecteur par rapport tout simplement au vecteur unitaire. Donc, du coup, la force donc électrostatique, on va l'exprimer de la façon suivante. Donc F de A sur B est égal, donc cette fois-ci, K multiplié par la charge de l'objet A multiplié par la charge de l'objet B divisé par la distance au carré qui sépare ces deux objets qui sont électriquement chargés. Donc ici, K, c'est une constante, c'est la constante ici de Coulomb, due au scientifique qui a découvert d'ailleurs ce phénomène-là. Et donc, tout simplement, et cette constante de Coulomb, elle vous sera donnée, hein, mais c'est égal à tout simplement 9,0 fois 10 puissance 9, donc newton par mètre carré, ok, newton mètre carré par coulomb carré, ok, bravo. Attention à ne pas confondre avec la constante de gravitation, j'ai oublié de vous rappeler la valeur, mais la constante de gravitation G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, donc là, ici on est en newton par newton mètre carré par kilogramme mètre carré, ok, par kilogramme carré. Et donc ici, tout simplement, on a la constante de Coulomb, on multiplie par les deux charges qui sont exprimées en Coulomb, et la distance qui sépare vos deux objets est également exprimée en mètres. Ok, attention ici, on est toujours en physique, donc il faut vous habituer à une distance en mètres en physique. Ok, c'est comme ça. Alors bon, là je vous ai décrit seulement deux forces. En réalité, dans l'univers, on n'est pas soumis juste à ces deux forces. Si on veut vraiment faire un brainstorming des différentes interactions fondamentales qui gouvernent notre univers, donc là, on devrait être plus complexe. Donc, je voudrais vous parler de l'interaction forte et de l'interaction faible. Bon, je vais quand même dire deux mots, même si c'est plus au programme, parce que avant, justement, et je trouve ça dommage d'ailleurs, parce que j'attendais d'être au lycée juste pour ça, mais bon, avant que j'aille au lycée, bah, ils ont changé le programme, justement, et quand j'étais rentré au lycée, ils avaient déjà changé le programme depuis 1 an, je crois. Et donc, du coup, avant, hein, dans l'ancien programme de seconde, mais également dans le programme de première S, de l'ancienne première S, on s'intéressait justement aux différentes interactions fondamentales qui gouvernaient notre univers. Et donc, elles sont au nombre de 4. On a donc la force de gravitation, mais également donc la force électrostatique que je vous ai décrit, mais on a également l'interaction forte et l'interaction faible.
Donc l'interaction forte, elle va avoir notamment lieu au niveau de la matière. Et donc ça va être le fait qu'on puisse, ça va être le fait que tout simplement la matière va pouvoir faire une cohésion. Ok, la cohésion de la matière, elle va être décrite comme tout simplement une interaction forte, de courte portée non, cependant. Donc là ici on est de l'ordre du femtomètre 10 puissance moins 15 mètres. Ok. Également, donc on a ces phénomènes-là d'interaction forte, mais on a également les interactions faibles. Les interactions faibles, donc ici, ce sont notamment les réactions qui vont se passer dans le soleil ou même la réactivité bêta, la radioactivité bêta. Et donc, la radioactivité bêta, oui, certains vont dire, mais c'est quoi ça? Donc là, un petit rappel d'enseignement scientifique, peut-être vous l'avez vu. Voilà, peut-être on a dû en parler, je ne me rappelle plus si vraiment on en a parlé. Mais donc, je vais faire un petit rappel là-dessus, qui vous sera utile d'ailleurs pour la terminale SP, petite parenthèse, puisqu'en terminale SP, on a un chapitre radioactivité. Donc, pour la radioactivité, donc on a deux types de réactions en termes de radioactivité. On a les réactions alpha et les réactions gamma. Donc les réactions alpha, c'est quoi? On part tout simplement d'un noyau pair qui va se désintégrer suite à un trop-plein d'électrons, de protons notamment, et afin d'équilibrer l'atome. Et donc il va se désintégrer afin de former un noyau fils, avec en plus accompagné de l'hélium. Ok, pas en plus, soit tout seul ou soit en plusieurs quantités. Ou deuxième cas, donc on a les réactions bêta. Et donc les réactions bêta ici, tout simplement, c'est quoi? C'est qu'on va partir d'un noyau pair et on va former donc un noyau fils, mais cette fois-ci accompagné de protons. Ok, tout seul. Donc ça peut être un ou deux. Ok. Et après, dans les cas des réactions alpha, bah, comme c'est de l'hélium qui est libéré, en général, les protons ils vont se libérer par 4. Ok. Mais dans les réactions bêta, ça peut se libérer par 1, par 2, par 3. En tout cas, afin d'équilibrer comme ça l'atome. Ok. Et donc ce trop-plein de protons qu'il pourra avoir. Chacune des réactions va produire donc un rayonnement. Ce rayonnement-là, bah, c'est le rayonnement gamma tout simplement. Et c'est un rayonnement électromagnétique. Voilà, fermeture de la parenthèse. Donc sur les interactions qui gouvernent notre univers. Mais cependant, donc tout simplement, c'est bien sympa ces interactions, notamment force de gravitation et force électrostatique. Mais donc ces forces qui nous gouvernent, et bah du fait des objets qui possèdent soit une masse ou soit une charge électrique, et bah vont engendrer comme ça un champ. Ok. Et donc on va s'intéresser plus en détail maintenant à cette notion de champ. Alors donc tout simplement, on va définir quelques termes de façon très rapide. Un champ vectoriel, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, on peut toujours, moi en tout cas quand j'ai vu le chapitre interaction champ et force, premier truc que je me suis demandé, mais c'est quoi un champ en fait? Donc un champ, bah comment ça se définit? Et bah c'est simple, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont dans l'espace et qui tout simplement représentent les forces, ok? Qui représentent en gros les forces qui se passent dans notre univers, ok? Dans notre espace. Donc c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace qui représentent les forces, pour faire simple, ok? Et donc, tout simplement, une ligne de champ vectorielle, ça va être tout simplement une ligne qui sera tangente à chaque fois, en chacun des points donc au vecteur champ. Et donc, elle sera orientée par une flèche pour indiquer le sens du champ. Ok, bravo. Pour vous donner des exemples, par exemple, donc un champ de gravitation, un champ donc là ici de pesanteur par exemple, ça donne ça, et les lignes de champ donc de pesanteur, ça donne ça. Et un champ donc de gravitation autour de la Terre, donc quand on sort un petit peu de la Terre, ça donne ça. Ok, voilà. Et donc au niveau du champ de gravitation, ça donne ça. Ok. Alors, donc ça c'est bien beau. Et maintenant, donc, on va s'intéresser à deux types de champs, le champ de gravitation et le champ électrostatique. Alors, parmi même le champ de gravitation, on va en distinguer deux, ok? Parce qu'en fait, on a vous vous rappelez, on a deux forces. Si on est sur Terre, donc on est soumis au poids, et si on est sur, tout simplement, dans l'espace, ok, un peu plus haut que la Terre, enfin, si on sort complètement de la Terre, on est soumis donc à la force de gravitation. Alors bon, du fait de la masse d'un système, on va être donc confronté à ce champ. Il va y avoir la formation d'un champ de gravitation ou d'un champ pesanteur si on est sur Terre. Et donc, ce champ, tout simplement, il va être dû à la présence d'un corps A de masse MA. Donc, le système qui va être placé dans ce champ, ça va être un corps B de masse MB, situé à une distance D du corps A. Et donc, tout simplement, en conséquence, il va exercer une force, donc cet objet A sur l'objet B, qui va se noter Fg est égal à MA multiplié par le champ de gravitation qui est créé. Ainsi donc, on obtient, si on développe un petit peu, donc Fg qui est égal à moins G multiplié par MA fois MB divisé par la distance qui les sépare au carré suivant un vecteur unitaire U, donc orienté de A vers B. Et donc, par identification, on va trouver que tout simplement G, la valeur du champ de gravitation, c'est quoi? C'est moins G multiplié par MB
divisé par la distance qui sépare les deux objets au carré, suivant le vecteur unitaire, donc qui va de A vers B. Ok, bravo. Et donc la ligne de champ ici de gravitation, elle va se représenter comme vous pouvez le voir en dessous. Donc ça va être tout simplement un ensemble de vecteurs en fait qui va être attiré par la Terre. Ok, bravo. Alors attention, petite chose à pas confondre avec le champ de pesanteur s'il vous plaît. Le champ de pesanteur c'est vraiment quand on est sur Terre à la surface de la planète. Parce que là du coup, le champ de gravitation c'est quand on sort de la Terre. Ok, quand on est sur Terre, on est donc soumis au poids. Donc le poids, je rappelle, c'est P est égal à mg. Ok, voilà. Donc ça donnera la même relation, mais juste avec des vecteurs. Voilà. Vecteur P est égal tout simplement m fois g. G étant tout simplement le champ de gravitation créé par notre corps. Et donc, si on fait une petite manipulation, donc on se trouve avec la chose suivante. G, la valeur de G pour déterminer la valeur de G. Donc, G, ce sera P divisé par M. Ok. Ce qui veut dire, donc, si on assimile le poids à la force d'interaction gravitationnelle, on se trouve que on trouve la chose suivante. On trouve que tout simplement, le champ de gravitation, donc le champ pesanteur, son expression, c'est tout simplement moins G multiplié par la masse de la Terre, divisé par le rayon de la Terre plus la hauteur de l'objet au carré, suivant donc le vecteur. Ok, bravo. Voilà, donc ça c'est pour les champs pelanteurs, les champs de gravitation. Mais de l'autre côté, donc on a les champs électrostatiques. Ok, les champs électrostatiques, alors pour vous donner un exemple concret, par exemple, c'est présent notamment dans un condensateur que vous étudierez en terminale. Donc les condensateurs, si je débrief, c'est quoi? On a deux armatures en fait, ok, et sont séparées d'une certaine distance d, ces deux armatures. Et donc, entre les deux armatures, on va voir la présence ici d'un champ électrostatique. Même plus précisément d'un champ électrique, vous verrez quand on fera la méca dans le champ uniforme. Et donc, tout simplement, c'est pour vous montrer un petit peu que voilà, les champs électrostatiques, c'est pas que sur Terre. Enfin, c'est pas un truc un peu inconnu, mais ça se passe vraiment dans des vraies choses. Donc là, dans le cas d'un condensateur notamment, qu'on étudiera, chapitre 6, donc de la ligne terminale, d'un mouvement uniforme, dans les mouvements au sein des champs uniformes, mais également dans le chapitre 20, tout dernier, sur le dipôle RC. Revenons donc au champ électrostatique et ça conclura la vidéo. Donc le champ électrostatique, tout simplement, c'est le corps A de masse, enfin de charge QA ce coup-ci, qui va être à l'origine de ce champ. L'autre système qu'on va placer dans ce champ, donc ça va être un corps B de, de charge QB, qui va être tout simplement éloigné de l'objet A, donc d'une certaine distance D. L'expression donc tout simplement de la force subie par le système placé dans le champ dû au corps source, c'est quoi? C'est tout simplement Fe par la force électrostatique est égal QA multiplié par la valeur du champ électrostatique. On se rappelle que la force électrostatique c'est quoi? C'est tout simplement K multiplié par QA fois QB divisé par la distance qui sépare au carré suivant un vecteur unitaire. Donc on trouve par identification la chose suivante. La valeur du champ électrostatique c'est quoi? C'est tout simplement donc K multiplié par QB divisé par la distance qui sépare au carré suivant un vecteur unitaire U. Et donc on va avoir deux cas, le cas d'un corps chargé négativement et le cas d'un corps chargé positivement. Pour le cas d'un corps chargé négativement, donc on va avoir des lignes de champ qui seront tout simplement dont les vecteurs seront attirés par le corps. Et quand le corps est chargé positivement, on aura des lignes de champ dont les vecteurs seront éloignés du corps. Voilà. Donc c'est tout pour ce gros chapitre. Voilà. Donc on fera bien des exos après pour s'entraîner. J'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.